Alors on y va. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci à Madame Philibert de m'avoir convié à cette conférence, et merci à Monsieur le Vice-président de m'accueillir ici dans les salons de la préfecture. Oui, effectivement, donc je viens effectivement depuis peu d'une autre académie, Aix-Marseille, où je travaillais sur cette problématique des 10 depuis très longtemps, depuis 1993. J'étais conseiller technique dans un petit département de l'académie. Et j'ai commencé à travailler avec Michel Habib, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent et que Olivier Revol connaît, bien sûr. Donc ça fait très longtemps que cette problématique me préoccupe et nous avions travaillé sur cette académie à la mise en place de protocoles de repérage des enfants dès la grande section de maternelle. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est ce qui est fait en général sur le territoire français et ce qui est fait effectivement dans le département du Rhône, que j'ai trouvé à mon arrivée très actif sur cette problématique des 10, avec des médecins scolaires très impliqués, très compétents. Beaucoup d'entre eux ont des DU de troubles des apprentissages, beaucoup. Elles sont formatrices pour les enseignants, pour leurs collègues médecins scolaires. Et donc ce département est quand même très dynamique sur cette problématique. Donc je voulais vous parler du rôle des personnels de santé, puisque c'est de cette place-là que je vous parle. Donc le but à atteindre, je reprendrai la loi dont a parlé Michel Petit, du 3 avril 2005 et du décret de 2006 du 11 juillet 2006, c'est l'acquisition du socle commun constitué d'un ensemble de compétences et de connaissances à maîtriser pour tous les enfants. Donc ça, c'est la règle de base. Donc au niveau de la santé des élèves, vous le savez sûrement, la santé est un facteur essentiel dans l'acquisition des savoirs à l'école, mais la réussite scolaire est un des déterminants de la santé aussi. Je reprendrai les chiffres qu'a évoqué le professeur Fourneret. 16 à 24% des enfants, effectivement, ont des besoins éducatifs particuliers, donc 4 à 6 représentent effectivement les troubles des apprentissages en général et de la constellation 10. Donc, il est essentiel d'avoir un repérage précoce, un dépistage, un diagnostic et un suivi, ce qui est le gage d'une meilleure prise en compte de ces problématiques, et c'est le rôle essentiel, et ça fait partie des priorités des médecins de l'éducation nationale. Alors, dans le premier degré, le bilan de 6 ans est le premier examen que réalisent les médecins scolaires pour les enfants donc de 5-6 ans. C'est un examen obligatoire qui est inscrit dans le Code de l'éducation et dans le Code de santé publique. C'est un travail d'équipe. Le repérage, donc si on reprend les différents points de mon propos précédent, le repérage doit être assuré par les enseignants, le réseau d'aide, les infirmières scolaires et les parents, évidemment. Dans un deuxième temps, c'est le temps du dépistage par les infirmières scolaires et les médecins, avec des tests appropriés, validés. Le troisième temps, c'est le temps du diagnostic par les médecins scolaires, puis le conseil et la mise en place d'adaptations pédagogiques avec les enseignants, et enfin l'avis et le conseil aux parents pour la prise en charge. Ça, c'est le déroulé d'un bilan de 6 ans dans les écoles. En CP, il y a un suivi des enfants repérés en grande section de maternelle, une concertation avec les enseignants de CP pour tous les autres élèves qui auraient pu passer au travers de ce repérage en grande section, et dans le cadre de l'apprentissage de la lecture en CP, il peut apparaître d'autres problématiques qui sont tout à fait repérées par les enseignants. Ces repérages font l'objet d'examens à la demande avec les parents, si nécessaire, et à la demande des parents aussi, si nécessaire. Le même protocole est appliqué au niveau du CE2 et du CM2,
avec le concours des infirmières scolaires et des réseaux d'aide, des psychologues scolaires aussi, qui font partie des réseaux d'aide. Dans le second degré, au niveau des collèges et des lycées, les médecins sont souvent sollicités pour des examens à la demande, des élèves signalés par les parents ou par l'équipe pédagogique. Les médecins sont de plus en plus sollicités en collège. Ces examens à la demande et ce repérage doivent faire l'objet d'une réunion d'une équipe éducative avant une équipe de suivi de scolarité, pour faire le point sur les besoins et les problématiques posées par l'élève au niveau des apprentissages. Donc, avec, si nécessaire, la mise en place d'un projet pédagogique ou d'un PAI 10. Alors, le PAI, c'est un projet d'accueil individualisé qui, normalement, est réservé aux enfants présentant des maladies chroniques et des troubles de la santé évoluant sur une longue période. Donc, les 10 sont à la limite de la rédaction de ces PAI et beaucoup de départements ont élaboré un document spécifique pour les dyslexiques afin de pouvoir mettre sur papier toutes les problématiques, les perspectives et les objectifs de l'équipe pédagogique, de l'enfant et de sa famille. Et ce projet devrait être écrit et rédigé en présence des parents, de l'équipe pédagogique, du médecin scolaire et du chef d'établissement ou de son adjoint. Et un bilan est souhaitable en fin d'année dans chaque niveau de classe pour faire le point de ce qui a été mis en place pendant l'année et la reconduction de ce projet en début d'année suivante après une nouvelle réunion d'équipe éducative. Alors je sais que c'est très ambitieux, que les médecins scolaires ont beaucoup de mal à suivre le nombre de ces équipes et la mise en place de ces projets, mais je vois au résultat de l'année dernière que vraiment il y a une implication de plus en plus forte de tous les partenaires et des établissements et des enseignants pour la mise en place de ces projets. Alors les liens nécessaires, les orateurs précédents en ont parlé, c'est en premier lieu effectivement avec les parents, avec les enseignants, avec les psychologues scolaires ou les conseillers d'orientation psychologue dans le second degré, qui sont incontournables dans le travail d'équipe avec les personnels de santé, avec les médecins spécialistes, des centres de référence et autres, avec tous les rééducateurs, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, et je ne les ai pas tous cités. Et ces liens sont vraiment très très importants. Voilà ce que je pouvais dire de ma place de médecin scolaire, et je veux bien répondre à vos questions lors des questions. Merci beaucoup. Merci Christine d'avoir reprécisé l'organigramme et comment on peut compter sur la santé scolaire. C'est vrai que les médecins scolaires, nous, on est un peu bluffés avec Pierre parce que c'est un tiers pratiquement de notre effectif, à notre DU. Ils sont très moteurs dans notre diplôme universitaire. Moteurs aussi parce qu'ils avaient déjà une formation, ils arrivent déjà avec un prérequis. Et c'est vrai qu'ils apportent beaucoup, ils nous apportent beaucoup. C'est quand même l'interface entre nous et l'école. Et ce qui est pratique pour nous quand on communique avec eux, c'est qu'on parle le même langage et on peut communiquer des choses qui sont personnelles autour de l'enfant. Après, les psychologues scolaires nous aident beaucoup. Les infirmières scolaires, moi je trouve dans le deuxième degré, c'est elles qui repèrent en particulier beaucoup de troubles du comportement alimentaire actuellement. Et c'est les premières à me téléphoner pour me dire « Allô Houston, il y a un problème, il faut faire quelque chose parce que là, on est en difficulté ». Donc merci pour tout ça. Et je pense que là, on va avoir des témoignages, mais je pense que notre sociologue sera intéressé pour faire un peu un lien avec tout ce qu'on a dit. Vous avez vu qu'il y avait finalement pas mal d'intervenants différents, et je serais intéressé d'avoir votre regard par la suite. Donc, puisqu'on a tenu le temps, eh bien, je crois qu'on va passer à une partie témoignage où il y a deux personnes. Donc, j'appelle Sarah, qui ont des témoignages de 5 minutes chacune avant qu'on laisse la conclusion à Philippe Lyotta.